Mitsuki moderne mythe enragé. Boruto qui va être sans pitié contre son ex-camarade. L'amour de Sarada pour Boruto. La vérité sur Kawaki et l'omnipotence d'Eidan. Et la fin du grand Shikamaru Nara, le 8e Hokage. Les amis, Kishimoto a encore frappé. Le chapitre 6 de Tout Blue Vortex a été excellent. Et la suite de l'histoire va être monumentale. Je te le promets. Je sauverai le maître Sasuke. Et tous ceux qui ont été transformés en arbres. Et aussi. Mais que voulait dire Boruto? Que compte-t-il faire après avoir sauvé Sasuke? Est-ce qu'il va enfin lancer l'opération sauvetage de ses parents Naruto et Hinata, qui sont emprisonnés dans la dimension du Deikuten depuis 3 ans? Ou bien est-ce qu'il compte se donner la mort pour se débarrasser de l'effroyable Momoshiki Otsuki, qui abrite son corps depuis des années? En vérité, ne serais-tu pas Boruto Uzumaki? Shikamaru passe enfin à l'action. Il a réussi à résoudre le mystère de l'omnipotence, grâce à tous les mystères qui ont été incorporés dans le récit, mais en jouant double jeu. Et en s'approchant de la vérité, Shikamaru se dirige vers une mort certaine. Mais quel est son plan pour sauver Naruto? Va-t-il pouvoir y arriver avant que tout ne soit trop tard, étant donné que le monstre Jura souhaite dévorer notre héros? Je n'ai pas le choix. Ça risque d'être un peu violent, Mitsuki. Boruto a vécu comme un renégat pendant 3 ans, séparé de ses proches et de sa famille. Son nom et son identité ont été volés. Il a vécu l'enfer sur terre, impuissant face à Code. Il a vu son maître sacrifié sous ses yeux, sans rien pouvoir faire. Mais Boruto est à présent devenu bien plus puissant, le ninja le plus puissant de tous les temps. Et maintenant, il compte affronter Mitsuki. Et il ne faut surtout pas sous-estimer sa puissance, qui a été craint par Urashiki lui-même. Et il a sûrement été entraîné par le légendaire Orochimaru durant l'ellipse. Mais a-t-il ses chances de vaincre Boruto? Et que fait Kawaki pendant ce temps-là? Beaucoup de questions se posent et vous allez tout savoir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler d'Udo, une plateforme où vous pouvez créer votre propre site web. La première application sur Udo est offerte à vie et vous avez un hébergement à support inclus en illimité, avec un nom de domaine personnalisé offert pendant 1 an. La création d'un site sur Udo, c'est rapide, intuitif et très facile à utiliser. Il y a un configurateur de site en 4 étapes. Vous créez votre site en seulement quelques clics et vous l'alimentez ultra rapidement avec du drag and drop. Moi perso, j'ai créé mon site web où j'ai mis certaines de mes théories validées et je vous le dis, j'ai mis à peine 5% de toutes mes réussites. Et les amis, il y a plein de nouveautés avec la nouvelle version du logiciel. Vous pouvez générer du texte avec ChatGPT directement sur Udo avec une taille de police qui s'adapte et des animations sur votre texte ou vos images. Vous pouvez également gagner du temps en utilisant des templates ou en créant un modèle de bloc et le réutiliser facilement sur d'autres pages. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, il vous suffit de préciser votre domaine d'activité et ça va générer automatiquement un site qui correspond à vos attentes avec des images adaptées. Les amis, on est devant une dinguerie monumentale. Donc foncez au plus vite dans le lien en description afin de créer votre propre site web. Et voici la question de culture du jour. Citez-moi le nom d'au moins 3 Hokage. Bonne chance à tous et bon visionnage. Le sacrifice de Shikamaru pour Naruto et son roi. Ce traître de Boruto. Tout Konoha cherche à l'éliminer depuis qu'il a tué l'Hokage. Les amis, les 2 ancêtres font leur retour. Applaudissez Koharu et Omura, les conseillers de l'Hokage depuis une éternité. Donc pour ceux qui voulaient le retour d'anciens persos de Naruto dans Tout Blue Vortex, on peut dire que vous êtes servis. C'est ni Kakashi, ni Tsunade, ni Gaara, mais bien les pires persos de tous les temps qui font leur retour. Bref, Shikamaru défend Boruto en disant qu'on ignore ses motivations. Et quoi qu'on dise, c'est Boruto qui a sauvé Konoha en repoussant l'attaque de Code. Et ça nous montre directement l'état d'esprit de Shikamaru, qui depuis le départ a toujours eu des doutes sur cette situation et ne voulait pas faire de conclusion hâtive. Mais de leur côté, les ancêtres ne cherchent pas à savoir ce qui s'est passé. La décision est déjà prise. Boruto doit être éliminé. En tuant l'Hokage, il a sali l'image de Konoha. Donc il faut laver l'honneur du village. Et ça passera par une mort de Boruto. En fait, il y a un enjeu politique, car les daimyo sont furieux. Pour rappel, chaque village est affilié à un pays, qui a un seigneur appelé daimyo. Alors dans le cas de Konoha, qui est localisé dans le pays du feu, le daimyo actuel c'est le père de Tento. Si vous vous rappelez dans l'arc contre les bandits Mujina, on l'a vu rencontrer Naruto, et il avait un profond respect pour lui. Mais à cause de la mort de l'Hokage aux yeux du monde, l'image de Konoha s'est détériorée, et ça peut avoir un réel impact sur le futur du village, car on nous dit que le budget de Konoha est menacé, et ça peut être fatal. En effet, il y a un budget annuel offert par le daimyo pour le village. Par exemple, dans le roman Sakura Hiden, Kakashi, qui était le 6e Hokage à l'époque, a voulu obtenir des fonds supplémentaires afin de créer une clinique dédiée aux enfants atteints de troubles mentaux. Et c'était à la demande de Sakura. Donc pour résumer, la relation entre un daimyo et son village est super importante. D'ailleurs, je rappelle que Suna s'était allié avec Orochimaru pour détruire Konoha, justement à cause des actions du daimyo du pays du vent, car il avait réduit le budget du village de Suna. Donc ça peut aller très loin. Naruto était primordial pour l'équilibre de Konoha. Il représentait à lui tout seul la paix qui a été instaurée depuis la fin de la Grande Guerre Ninja. C'est lui qui a mis fin à la guerre et qui a ensuite vaincu
toutes les menaces qui ont surgi. Que ce soit Toneri dans The Last, Momoshiki, l'organisation Kara, et pour finir avec Ishiki Otsutsuki. Mais là, la disparition de Naruto a détruit cet équilibre. Et ça a créé un problème pour la situation de Konoha vis-à-vis des autres villages. D'ailleurs, le problème que j'ai avec les deux ancêtres, c'est qu'ils ont gardé leur philosophie de l'époque. Une mentalité forgée durant les temps de guerre. Ils ont baigné dans une spirale de haine et de conflits entre villages. Donc je ne comprends même pas pourquoi ils sont toujours à ce poste. À mon avis, ils auraient dû mettre Tsunade et Kakashi comme conseillers à l'Hokage. Franchement, on a marre de voir leur gros crâne se plaindre H24. Par contre, on peut pas leur enlever qu'ils ont une longévité de fou. C'est du jamais vu. Orochimaru Mskin, il fait des expériences de malade mental pour essayer d'atteindre l'immortalité, alors qu'il suffisait de demander aux deux vieux de service. C'est eux qui ont la recette secrète. Bref, on apprend que Shikamaru n'est pas officiellement le 8e Hokage. C'est un titre temporaire qui lui a été donné. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas encore sa tête gravée sur le monument des Hokage. Par contre, tout le monde le pousse pour qu'il accepte ce titre et succède officiellement à Naruto. Mais on nous révèle quelque chose de très important. Et les amis, écoutez bien, Shikamaru va encore plus monter dans votre estime. En fait, lorsqu'on lui a proposé de devenir Hokage, il a demandé d'attendre 3 années avant sa prise de poste. Et pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'au fond de lui, il est convaincu que Naruto est en vie. Et il espère qu'ils réussiront à le trouver. Ou au moins faire éclater la vérité sur ce qui lui est arrivé. Il ne veut pas prendre le poste de Naruto tant qu'il n'est pas convaincu de sa mort. Les amis, Shikamaru est vraiment la définition d'un vrai ami. J'ai énormément de respect pour le grand Shikamaru Nara. Il a dirigé le village de Konoha pendant 3 ans, tout en refusant le poste par respect pour Naruto. Mais dans mon cœur, Shikamaru est et restera le 8e Hokage, quelle que soit la tournure des événements. Shikamaru, tu es un shinobi talentueux. Tu as l'étoffe d'un Hokage. Azuma avait dit ça juste avant de mourir. Comme quoi Shikamaru avait toutes les qualités pour atteindre le plus haut rang du village, devenir Hokage. Et par la même occasion, il lui a transmis sa volonté. Il lui révèle que le véritable roi qu'il protège, c'est la nouvelle génération. Il dit à Shikamaru qu'il faut tout donner, jusqu'à mourir pour protéger leur roi. Mais quand il parle de roi, il ne parle pas de protéger l'Hokage, mais de protéger les générations futures de Konoha. Et pour Azuma, son roi, c'était sa fille Mirai. Bref, je vais ajouter une chose avant de passer à la suite. Parce que beaucoup disent que Shikamaru ne mérite pas d'être Hokage. Alors déjà, numéro 1, un ninja du calibre d'Azuma avait affirmé qu'il en serait capable. Et numéro 2, dans les romans de Naruto, on apprend que les autres pays voyaient Shikamaru comme le futur 7e Hokage, qui allait succéder à Kakashi, voire qui serait le 8e Hokage plus tard. Et dans le roman de Gaara, il y a plusieurs personnages qui se sont dit qu'un jour Shikamaru deviendrait Hokage. Donc voilà, ça faisait longtemps que la possibilité avait été mentionnée. Et même dans Boruto, on a vu que la deuxième autorité la plus forte après Naruto, c'était bien Shikamaru. C'était le seul qui remettait en doute certains choix de Naruto. Et lors d'événements cruciaux, comme la mort de Boruto sous les yeux de son père, Shikamaru s'est empressé de rappeler à Naruto son rôle d'Hokage, et qu'il ne fallait pas que ses sentiments vis-à-vis de son fils prennent le dessus. Alors oui, je sais que beaucoup n'ont pas aimé ce moment, car ça montrait un Shikamaru sans pitié, qui apparemment ne comprenait pas les sentiments de Naruto. Alors soyons clairs, Shikamaru comprenait très bien les sentiments de Naruto, mais ce qui était primordial à ses yeux, c'est la situation d'urgence dans laquelle ils étaient. En fait, comparé à Naruto, il arrive à mettre ses sentiments de côté, analyser ce qu'il se passe, et faire le choix le plus pertinent à l'instant T. Tu es la seule à qui je peux demander ça. Shikamaru convoque Ino dans le bureau du Hokage, pour qu'elle lui apporte un dossier. Et dans ce dossier, il y a des archives d'anciennes missions. Shikamaru veut sûrement chercher des incohérences sur la situation que l'omnipotence a créée. Et si on y réfléchit bien, dans les archives, le nom de Boruto sera mentionné. Par exemple, les missions de l'équipe 7, avec Konohamaru, Sarada et Mitsuki. Le 4e nom inscrit sera Boruto Uzumaki, et non Kawaki Uzumaki. Une information qui va à l'encontre de ses souvenirs. Mais dans le chapitre précédent, on nous dit que montrer des photos avec Boruto enfant ne suffisait pas. Donc ce genre de preuves matérielles ne suffisent pas à vaincre l'omnipotence. Car l'omnipotence a la capacité de faire taire des doutes. Comme ça a été le cas avec Sasuke au chapitre 80. Mais ça reste un élément important, pour au moins remettre en doute ses souvenirs, suite aux déclarations d'Amado à Sumire. Parce que je rappelle qu'il avait dit que pour lui, sa mémoire a été falsifiée. Et Shikamaru avait entendu cette conversation. De quoi lui mettre du doute. Bref, Shikamaru va faire un signe discret à Ino. Et elle va tout de suite comprendre qu'en réalité, les documents ne sont qu'un prétexte. Le vrai objectif, c'était d'avoir une communication télépathique avec elle. En gros, Shikamaru souhaitait avoir une conversation secrète qui ne sera connue ni de Kawaki, ni d'Amado, ni d'Eida, ni personne au sein du village. Et surtout pas les deux vieux croutons, ou encore moins les daimyo. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une communication qui ne laisse aucune trace écrite est totalement illégale. Et c'est pour ça qu'au départ, Ino était contre. Mais Shikamaru va réussir à la convaincre. La sécurité de Konoha est en jeu. Tu es la seule sur qui je peux compter. Ino accepte et franchement respect. J'ai beaucoup aimé ce passage, qui nous montre la relation de confiance entre Ino et Shikamaru. Azuma, Shikaku et Inoishi
aurait été très fier d'eux. Et disons les termes, c'est le duo le plus utile de Konoha depuis la disparition de Naruto. Et perso, je préfère largement Ino dans Boruto que dans Shippuden ou dans Naruto petit. Alors attention, ce n'était pas un mauvais perso. Mais l'importance qu'elle prend dans Boruto est bien plus grande. Grâce à son pouvoir, elle est très souvent mise en avant. En plus, on apprend à la fin du chapitre qu'avec sa technique de transmission, elle peut couvrir 100 km autour du village à elle toute seule. Les amis, c'est une dinguerie. Mais là, il est temps de parler de notre héros tragique. L'amour de Sarada pour Boruto et la tragédie qui arrive. Jubi s'est emparée du maître. Sarada rougit en la présence de Boruto, car elle repense au moment où elle s'est jetée d'un seul coup dans ses bras. Et donc, ça a créé une situation de gêne. Malgré qu'elle ait beaucoup de questions à lui poser, elle ne sait pas comment l'aborder. Les amis, pour sa défense, ils n'ont pas eu de conversation depuis plus de 3 ans. Du coup, je comprends, dans ce genre de moment, c'est pas toujours simple de lancer la discussion. Et c'est pour ça que je respecte Sumire, qui va prendre son courage à 2 mains, en étant la première à lancer la conversation. Et ça malgré le fait qu'elle a été affectée émotionnellement dans le dernier chapitre. Car maintenant, elle a su au fond d'elle que Sarada aimait profondément Boruto. Et que c'est probablement un amour réciproque. Alors elle va lui dire qu'elle est rassurée qu'il va bien. Et Boruto dit qu'il est ravi qu'elle soit saine et sauve. Mais encore une fois, on voit qu'il l'appelle délégué. Et juste après, il se retourne vers Sarada pour lui parler. Et les amis, ça montre encore une fois ce que je vous disais. Comme quoi l'importance qu'a Sarada dans son cœur n'est pas du tout la même que Sumire. En fait, faut le voir simplement. Sumire, c'est une amie, voire surtout une ex-camarade de classe. Alors que Sarada, c'est quelqu'un de proche à Boruto, depuis qu'il est tout petit. Et après l'académie, ils se sont rapprochés. Que ce soit dans l'anime, le manga, les romans, on a plein de passages qui nous montrent l'amour que l'un a pour l'autre. Je vous ai dit, ne mélangez pas tout. Si vous voulez faire un parallèle avec Naruto, la relation Boruto-Sarada n'est pas la même que Naruto-Hinata. Il y a plutôt des similitudes avec le couple Sasuke-Sakura, mais en mieux développé et mieux géré. Bref, Boruto passe directement au vif du sujet. J'ai effacé mon chakra. L'équipe de détection ne me trouvera pas. Mais Kawaki finira par me remarquer. En effet, je rappelle qu'Enotsuki comme Boruto a la capacité de cacher son chakra. Et donc on ne peut pas le repérer. C'est un peu comme le ki divin dans Dragon Ball Super. Comme le ki de Beerus, Whis ou Kaioshin, qui ne pouvait pas être ressenti par de simples mortels. Mais un Otsuki a la capacité de ressentir un autre Otsuki, même si ce dernier cache son chakra. Lorsque Kawaki a quitté le village pour supplier Code d'épargner Naruto, à ce moment-là, personne n'arrivait à trouver Kawaki, car il n'arrivait pas à détecter sa présence, à l'exception de Boruto qui avait pu trouver Kawaki. Bon, Boruto s'empresse de dire la vérité à Sarada sur Sasuke. Il lui dit que le maître, le légendaire Hokage de l'Ambre, s'est sacrifié pour le sauver, et il a fini par se faire dévorer par Jubi. Il révèle alors la terrible vérité sur les personnes qui se sont transformées en arbres. À la base, Jubi dévorait les chakras des êtres vivants, et ensuite il finit par dévorer un Otsuki. Et c'est le chakra de l'Otsuki qui transforme le Jubi en arbre divin, aussi appelé Shinju. Sauf que maintenant ça a changé. Ils n'ont pas besoin d'attendre le chakra de l'Otsuki pour évoluer. Dévorer le chakra d'un simple humain suffit pour évoluer en Shinju humanoïde. Et on sait qu'à présent ils sont dotés de désirs. Bien entendu, ils veulent toujours évoluer en dévorant un Otsuki, comme Boruto ou Kawaki. Mais leur priorité, c'est de dévorer leurs proies, les proies qu'ils ont choisies, qui apparemment sont des personnes qui avaient une importance particulière pour leurs hôtes. Et c'est pour ça que Boruto voulait stopper l'assaut au plus vite, car plus les Jubi boufferont des humains, plus il y aura des victimes. Et pire, il y aura de plus en plus de Shinju surpuissants à affronter. Et tout ça, c'est à cause de Code la fraude, car il possède un Kama qui provient d'Ishiki Otsuki. Ah oui, je le précise parce que certains confondent. Code n'est pas un Otsuki. Boruto et Kawaki le sont. Ce sont des Otsuki à 100%, ce qui n'est pas le cas de Code. Je rappelle que son Kama blanc est un échec, car ça ne permet pas à Code d'être le réceptacle d'Ishiki, contrairement à Kawaki par exemple. Il est donc inutile pour le processus de réincarnation, mais il octroie à Code une puissance colossale, un Kama en tant qu'arme et force pure. Et si jamais il dévore le fruit de chakra de la terre, il pourra devenir un tout nouveau Otsuki. Sinon les amis, j'aime de plus en plus le perso de Boruto. Il prouve qu'il peut devenir l'un des meilleurs protas de shonen. Bon déjà, entre les new gen, c'est clairement le meilleur. Mais il peut encore plus marquer l'histoire. Déjà, il a un passé, un vécu de ouf. Sa personnalité est devenue incroyable, avec des scènes marquantes. Il alterne entre le Boruto badass surpuissant, avec bien sûr le côté insolent de Sasuke. Mais il a aussi la bonté et le recul de Naruto, le flow et les techniques de Minato. Et dans ce chapitre, on a un tout nouvel aspect. Avec Sarada et Sumire, il a pu se montrer réconfortant, apaisé, serein. Les amis, ce perso est incroyable. Rappelez-vous, à la fin du manga, on en reparlera, comme l'un des meilleurs protas de la décennie. En tout cas, dans les shonen. Bon là, il est temps de parler du prochain combat de Boruto. Mais avant ça, je dois vous raconter ce qu'il se passe du côté de son frère. Naruto en danger et la dépression de Kawaki. Le 7e Hokage est entre mes mains. Je les exterminerai tous. Eida révèle à Kawaki que Jubi a éveillé sa conscience et qu'il a évolué. Elle lui dit que Code la fraude s'est enfui, car il n'a pas pu maîtriser les Shinju. Et c'est là qu'il apprend que leur cible n'est pas uniquement lui et Boruto. Mais il y a aussi Naruto qui est visé. Jura souhaite l'éliminer en le
dévorant. Ensuite on a Aida en étant gênée qui souhaitait rajouter que elle aussi est en danger. Mais Kawaki n'en a rien à faire. Il se préoccupe uniquement de Naruto. Pourquoi le 7ème? Quel est l'objectif de ces minables? C'est bon les amis, enfin Kawaki commence à reprendre du poil de la bête. Le peuple réclame le retour de Kawaki Prime. Le Kawaki sans pitié qui a des moments marquants. Enfin vous allez voir que dans ce chapitre c'est un peu compliqué. Mais j'ai confiance en lui pour la suite. En tout cas le mode prédateur a été activé. Il n'aura aucune pitié de tuer les Shinju et notamment Jura. Le combat entre ces deux-là est inévitable. Sinon malheureusement pour Aida, on voit que malgré tous les efforts qu'elle a fait et tous ses sacrifices, elle n'arrive pas à obtenir l'amour de Kawaki. Ce fut un échec. Ce dernier la voit comme un outil. La seule importance qu'elle a à ses yeux, on ne va pas se mentir, ce sont ses pouvoirs. Notamment l'omnipotence et son Senrigan qui lui sert de GPS. Je plains la pauvre Aida mais c'est la vie, faut l'accepter. Sois patiente comme Sakura avec Sasuke. Et peut-être que t'auras ta chance. Bon là on arrive à un moment très intéressant. Daimon entre en jeu et va parler sans filtre avec Kawaki. On apprend que hormis Aida, Daimon et Kawaki, il n'y a que Boruto et Sasuke qui sont au courant que Naruto est en vie. Et donc il lui dit qu'avec l'apparition des Shinju, tout le monde va finir par se rendre compte de son mensonge. Imaginez par exemple Jura apparaître à Konoha en disant qu'il recherche Naruto et en affirmant que ce dernier est toujours en vie. Ça va semer le doute au sein du village et la crédibilité de Kawaki va prendre un sacré coup. Daimon va finir par dire qu'il compte tout faire pour protéger sa sœur et qu'il s'en fiche du sort de Kawaki. Donc premièrement ça montre que si le Shinju de Bug attaque Aida, on aura le combat que j'ai prédit entre lui et Daimon. Et les amis ça peut aller encore plus loin parce que si Konoha se retourne contre Aida pour avoir menti sur la mort de Naruto, pour avoir lancé l'omnipotence et enfin elle a caché la vérité sur l'identité de Boruto et Kawaki pendant toutes ces années. Mais si ça arrive, Daimon sera là pour la défendre contre tous les ninjas de Konoha et même des autres villages. Les paroles de Daimon prouvent aussi que Sarada, Sumire, Shikamaru et tous les autres persos ne sont pas au courant que Naruto est toujours en vie, étant donné qu'il ne figure pas dans la liste des noms qu'il a cités. En tout cas, l'étau se resserre autour de Kawaki. Il risque d'être démasqué et sa réelle identité éclatera au grand jour. Et je vous le dis, ça arrivera dans les prochains chapitres. Mais les amis, je m'adresse à vous et à tous les haters de Kawaki. Je vous préviens, vous serez triste pour Kawaki à l'avenir. Là, vous avez la haine parce qu'il a envoyé Naruto en retraite anticipée. Mais faut se dire que Kawaki est aussi un personnage tragique. Dans l'épisode 201, il demandait à Kurama en pleurant: crois-tu que moi aussi, un jour je pourrais devenir comme lui? Il souhaite devenir comme son idole Naruto. Mais Kurama l'avait prévenu. Ce qui a rempli le cœur de Naruto, ce sont les liens qu'il a créés avec les autres. Notre cher Kurama voyait que Kawaki avait le potentiel de devenir un jour comme Naruto. Mais actuellement, il est tout l'inverse. Il rejette tout ami et toute interaction sociale. N'importe qui s'approche de lui, il le rejette. Par exemple, là juste après, dès qu'il voit Mitsuki, qui est là pour veiller sur lui, il l'envoie directement balader. Et franchement, c'est triste, parce qu'on sent que l'état de Kawaki se rapproche de la dépression. Il redevient la personne qu'il était avant sa rencontre avec Naruto. La personne qui avait subi plus de 10 ans de torture, que ce soit physique ou psychologique, jusqu'à que son cœur devienne un récipient vide. Mais Naruto a rempli son cœur d'amour et de bonheur, et il a réussi à changer Kawaki, sauf qu'en l'absence de Naruto, la partie dépressive de Kawaki reprend le dessus. Et les amis, ça ne se voit peut-être pas, mais Kawaki souffre. Une souffrance différente de celle de Boruto. Parce que Boruto, quoi qu'on dise, il avait Sasuke, maintenant Kashinkoji. Dans sa tête, il sait que Sarada, Sumire et d'autres persos sont là pour lui. Mais Kawaki, de son côté, il se retrouve vraiment seul. À l'instar de Naruto qui n'avait pas tout perdu comme Sasuke. Il n'a pas vécu la nuit d'enfer avec le massacre des Uchiwa. Mais la souffrance de Naruto était quand même énorme. Car ressentir de la solitude et se sentir seul en permanence, ça provoque une dépression et la perte du goût de la vie. Et en général, la haine prend le dessus. C'était le cas avec Gaara. Et c'était la trajectoire qu'allait suivre Naruto avant sa rencontre avec Iruka. Et là, Kawaki a besoin de quelqu'un qui le sauve de cette situation. Et je pense que Boruto, en tant que frère, aura cette responsabilité. Et le retour de Naruto aura un rôle crucial là-dessus. Sinon, le pauvre Kawaki, on ne l'a pas vu sourire depuis très très longtemps. Et on le peut le dire, l'écriture de Kawaki entre la fin de l'arc d'Ishiki jusqu'à la fin de l'arc de la prophétie, c'était une masterclass de A à Z. On a vu sa psychologie évoluer. Bien sûr, je ferai d'autres vidéos pour parler de Kawaki. Mais là, on passe aux choses sérieuses. Kawaki va sentir la présence de Boruto, ce qui va lancer la prochaine bataille. Mitsuki moderne mythe enragé et sa puissance énorme. Il faut que tu fuis au plus vite. Un poursuivant arrive. Mitsuki prévient Shikamaru que Kawaki a senti la présence de Boruto et qu'il faut donc demander à Aida de le localiser. Mais Shikamaru demande: où est Kawaki? Et là on voit que notre cher Kawaki est évanoui à cause de la morsure de serpent de Mitsuki. Alors tranquille. Beaucoup traitent Kawaki de fraude. Mais j'ai une explication. Alors oui, là j'avoue, on est devant une distorclasse de sa part. Parce que c'est une réalité, il s'est fait avoir. Mais Mitsuki l'a eu parce
par surprise. Et en plus de ça, mettez dans votre tête que les Otsutsuki ont aussi des points faibles. Bien sûr, Mitsuki est moins puissant que Kawaki. Dans un combat en 1 contre 1, Kawaki l'éclate. Mais on a vu à plusieurs reprises que le poison fonctionne contre les Otsutsuki. Par exemple, Boro avait le pouvoir de libérer un virus qui affectait directement ses adversaires. Et Boruto n'était pas immunisé, alors qu'à l'époque il était déjà Otsutsuki à 80%. Et aussi je rappelle le cas d'Urashiki, qui s'est fait empoisonner et paralysé par le grand Jiraiya Sensei, durant l'arc de retour dans le passé qui est présent dans l'anime. Donc pour résumer, les Otsutsuki sont surpuissants, mais ne sont pas immunisés contre le poison, quelle que soit sa forme. Donc voilà pour la défense de Kawaki. J'espère que pour le FC Kawaki, j'ai bien défendu leur cause. Bref, Shikamaru prend contact avec Boruto, grâce à la technique de transmission d'Ino. Et c'était en fait ça la requête qu'avait Shikamaru. Il souhaitait pouvoir communiquer secrètement avec Boruto. Shikamaru lui dit que leur conversation est non officielle, et donc aucune trace ne sera laissée. Boruto active alors le mode sérieux badass, et on voit dans son regard qu'il ne rigole pas. Il prend les paroles de Shikamaru au sérieux, mais il reste méfiant. Il lui demande comment il pourrait lui faire confiance. Et de son point de vue, c'est tout à fait logique. Shikamaru est l'Okage, et il est censé être affecté par le pouvoir d'Eidan. Donc normalement, il devrait être du côté de Kawaki, comme ça a été le cas durant 3 ans. Mais Shikamaru lui dit de vite s'en aller, car un poursuivant arrive. Et c'est là que l'action commence. Mitsuki attaque d'un seul coup, avec un serpent qui entoure Boruto. Mais Boruto ne se laisse pas faire. Il envoie son épée valser. Il lance l'Iraishin, et se téléporte sur son épée, dans laquelle il avait sûrement mis sa marque. On se retrouve enfin Boruto. J'attendais ce moment avec impatience. Mitsuki active le mode ermite. Sarada tente de le raisonner, mais ça ne sert à rien. Il lui dit de bouger d'ici, parce qu'il n'arrive pas à retenir sa rage. Par contre, le flow de Mitsuki est monumental. Bref, Mitsuki poursuit son attaque, avec plein de serpents. Et Boruto dévoile une nouvelle attaque. Le Shiden Flash Violet. Une technique inventée par Kakashi pour remplacer le Chidori. Et c'est drôle parce que la première fois que Boruto avait utilisé cette technique, c'était en trichant avec un outil scientifique ninja, durant l'examen Chunin. Mais là, tout ça c'est derrière Boruto. Maintenant, il maîtrise parfaitement cette attaque. Mais Mitsuki passe aux choses sérieuses, en invoquant plein de serpents. Boruto saute pour esquiver. Et là, il utilise les pouvoirs d'Otsuki, car il reste figé dans les airs, avec le pouvoir de voler qu'il a hérité de Momoshiki. Et là, écoutez, c'est très important. Boruto va dire ceci à Sarada. Je te promets, je sauverai mon maître, et tous ceux qui ont été transformés en arbres. Et aussi, non rien, je reviendrai. Les amis, Boruto n'a pas continué sa phrase. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, qu'est-ce qu'il voulait dire. Moi, perso, j'ai 2 théories. Soit il parle de sauver Hinata et Naruto. C'est ce qu'il y a de plus logique, et c'est le plus probable. Et ça se tient parce qu'il ne veut pas révéler ça à Sarada et Sumire. Parce que si c'est le cas, elles vont vouloir le dire à Shikamaru et tous les autres persos. Mais en faisant ça, elles vont se mettre en danger. Un danger de mort, étant donné que ça ne plaira pas à Kawaki. Et il risque de les tuer pour les faire taire. Deuxième possibilité, c'est la plus terrible et tragique pour Boruto. Si vous remarquez dans l'attitude de Boruto jusqu'à présent, il fait tout pour résoudre les problèmes des Shinju, mais ne parle jamais de l'après. Après avoir résolu tous ces problèmes, que compte-t-il faire? Vous allez me dire, mais Abdullah, tu m'as perdu, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, n'oubliez pas le problème de Momoshiki. Il faudra tôt ou tard trouver une solution. Même s'il ne peut plus ressusciter, il peut tout de même prendre le contrôle du corps de Boruto et faire des massacres, comme lorsqu'il a transpercé l'œil de Sasuke, qui a perdu son Rinnegan à cause de lui, ou lorsqu'il était à 2 doigts de tuer Naruto durant l'arc Code. Donc Momoshiki reste un immense danger, qui veut récolter le fruit de chakra de la terre. Donc c'est un danger énorme pour la planète. Et Boruto a peut-être trouvé une solution pour le mettre hors d'état de nuire. Et il n'y a malheureusement qu'une seule solution, c'est de se donner la mort. Telle sera la fin tragique de Boruto Uzumaki. Mais maintenant parlons de la puissance de Mitsuki. Déjà, j'aime beaucoup l'affrontement entre Boruto et Mitsuki, car ça nous rappelle le combat de leurs parents, de Naruto et Naruto Shippuden, avec Orochimaru contre Naruto 4Q. Je vous le dis, c'est un des ninjas les plus puissants, grâce à son redoutable mode ermite. Dans l'épisode 62 de Boruto, Urashiki voit le mode ermite de Mitsuki et dit ceci: c'est une puissance incroyable, qui ne figure pas dans notre technologie. Ce pouvoir est dangereux. Je dois t'empêcher de l'utiliser. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On parle d'Urashiki, un Otsuki qui a vécu pendant des millénaires. Et cette personne trouve que le pouvoir de Mitsuki est dangereux. Et Urashiki a eu peur d'un pouvoir à 2 reprises. Enfin, c'est plus une crainte qu'une peur. En tout cas, une fois c'était avec le Jogan de Boruto. Et l'autre fois c'était avec le mode ermite de Mitsuki. Donc il ne faut surtout pas sous-estimer ce mode. Et là on parle des Mitsuki d'il y a 3 ans. Mais entre temps, au vu de sa haine envers Boruto et son envie de protéger Kawaki, suite à l'omnipotence d'Eidan, je vous le
dit, il s'est sûrement entraîné et il a évolué comme jamais. Il a dû améliorer son endurance et maîtrise beaucoup mieux son mode ermite. Et je vois certains dire que la puissance de Mitsuki c'est pas crédible. Comment Mitsuki aurait un niveau Kage par exemple? Alors ok, pour Sarada je peux être d'accord. Ça va être compliqué de nous expliquer comment elle va atteindre si vite le niveau d'un Itachi ou d'un Sasuke. Moi perso j'ai mon hypothèse. C'est que son Mangekyou Sharingan qui est né par amour sera plus puissant et aura des facultés spéciales qui pourraient justement surpasser les Mangekyou de ses ancêtres. Mais par contre pour Mitsuki c'est bien plus simple à expliquer. Et pour moi c'est crédible. Orochimaru a fait des expériences pendant 15 longues années. Il est certain qu'il a trouvé un moyen de créer un être artificiel qui pourrait rivaliser avec les plus puissants shinobi de l'histoire. L'objectif d'Orochimaru est que Mitsuki surpasse son niveau. Et surpasser Orochimaru c'est surpasser le level Kage. Et moi je vais aller même plus loin. Pourquoi pas atteindre un niveau d'un Otsutsuki de rang inférieur, comme Kinshiki par exemple. Sinon les amis, mettez-vous en tête que dans Boruto, chaque personnage va surpasser au moins un de ses deux parents. Boruto a surpassé Naruto. Imawari va sûrement surpasser Hinata, vu sa puissance cachée teasée par Daimon. Sarada surpassera au moins Sakura. Et enfin Mitsuki lui aussi surpassera Orochimaru et de loin. Mais bref, on arrive à la fin du chapitre. Le combat Boruto vs Mitsuki est la fin de Shikamaru. Je n'ai pas le choix. Ça risque d'être un peu violent Mitsuki. Boruto s'éloigne du village et continue de discuter avec Shikamaru. Il se plaint en lui disant qu'il aurait dû donner des ordres à Mitsuki pour que leur conversation ne soit pas perturbée. Mais c'est là qu'on voit que Shikamaru joue double jeu. D'un côté de manière officielle et apparente, il reste du côté de Konoha et des autres villages. Car comme dit au début, tout le monde souhaite éliminer Boruto. Et en tant qu'Hokage, s'il va à l'encontre d'un ordre venu d'un daimyo, il met en jeu sa crédibilité et sa place d'Hokage. Donc il n'a pas d'autre choix que d'agir de cette manière. Mais en tout cas, il affirme qu'il fera tout pour soutenir Boruto. Et là, grand respect à Shikamaru. On est devant une masterclass de sa part. Et ça ne s'arrête pas là, car il dit ceci. En vérité, ne serais-tu pas Boruto Uzumaki? Mais juste après avoir dit ça, Shikamaru lui-même se dit qu'il a du mal à accepter cette hypothèse, alors que ça sort de sa bouche. Et c'est parce qu'il est en train d'aller à l'encontre de ses souvenirs et du pouvoir d'omnipotence. Il avoue que c'est grâce à la conversation d'Amado qu'il a pu arriver à cette conclusion. Donc les amis, encore une fois, attention à Amado. Il n'a pas divulgué cette information à ce moment précis pour rien. Il a un plan de fou furieux qui risque de causer la perte de Shikamaru. En donnant ce genre d'informations à Shikamaru, il a probablement prévu ce qu'il allait faire. Étant donné que si Kawaki apprend qu'il aide Boruto en cachette, sa vie sera en danger. Ça marquera la fin de Shikamaru Nara. Kawaki n'hésitera pas une seconde à le tuer, s'il empêche de protéger Naruto à sa manière. Mais Boruto ne répond pas et reporte la conversation à plus tard, car il a un truc à régler. En fait, Mitsuki avait mis un serpent sur Boruto afin de suivre sa trace. Et Mitsuki arrive comme une flèche en mode enragé, avec un seul objectif: éliminer Boruto. Donc Boruto n'a pas d'autre choix que de passer aux choses sérieuses. Et ce que je kiffe, c'est qu'il lance encore une fois une nouvelle punchline. Ça risque d'être violent Mitsuki. En fait, Mitsuki pense être le prédateur de Boruto, mais il va vite voir qui est le vrai prédateur. Donc pour ceux qui se demandent si Mitsuki avait le niveau contre Boruto, la réponse est non. Il va bien se battre, mais la puissance de Boruto est supérieure, et il en est conscient. Je rappelle que Boruto est plus fort que Jigen, plus fort que Naruto et Sasuke, et plus fort que Code son limiteur. C'est une dinguerie monumentale. Dans le chapitre 1 de To Blue Vortex, Mitsuki dit ceci: Kawaki, tu es censé être le soleil qui rayonne sur moi, la lune. De par le comportement de Kawaki, Mitsuki sent qu'il y a quelque chose de bizarre, et que son attitude ne correspond pas à ses souvenirs. Kawaki n'a pas la gentillesse et la bonté de Boruto, ce qui crée une incohérence chez Mitsuki. Donc il est fort possible que Mitsuki va avoir des doutes, et remette en cause ses souvenirs. Même si perso je pense qu'on aura un bon combat des familles, entre Boruto et Mitsuki qui fait plaisir. Les amis, grâce à ce chapitre, j'ai une bonne théorie sur Shikamaru. Donc soyez au rendez-vous, bombardez les likes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire. En février, on passe aux choses sérieuses. Moi je vous dis à très bientôt, et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Concur.